Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un honneur et un privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Culture, l'autre regard. Les personnages historiques ont toujours été l'enjeu de batailles idéologiques. Et dans ces batailles, pour paraphraser ou pour citer plutôt l'un de ces grands personnages historiques, le savant est celui qui saisit la différence entre la sincérité et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et la fausseté dans les croyances, entre le bon et le mauvais dans les actions. Ce soir, en guise de rappel à l'intelligent et d'avis à l'indifférent, nous allons aborder ensemble quelques pages glorieuses écrites par l'un de ces glorieux personnages, à savoir notre fameux Amir Abdelkader. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un historien, un écrivain. Je vous présente, même si vous le connaissez déjà, c'est toujours un plaisir de vous le représenter, Monsieur Ammar Belkhodja. Merci Monsieur Belkhodja, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de débattre de sujets sensibles, passionnants. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je rappelle, pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore, que vous êtes historien, vous êtes aussi écrivain. Propulsé à l'histoire, moi j'ai une formation peut-être journalistique et grâce aux investigations du journalisme, je me convertis par la force des choses, par le besoin de la chose, par nécessité à la recherche historique. À travers justement les luttes dont vous avez été témoin, que vous avez eu à mener. Et je rappelle que vous êtes docteur honoris causa de l'université de Tielt, que vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, notamment d'un ouvrage consacré à l'émir Abdelkader et qui s'intitule, entre autres contributions bien sûr, qui s'intitule L'émir Abdelkader, ni sultan, ni imam, préfacé par Wassin El Araj, Oui. publié en 2017 aux éditions Alpha et traduit en arabe, L'émir Abdelkader, la imam, la sultan. Alors commençons par le commencement, peut-être pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel historique, qui est l'émir Abdelkader? L'émir Abdelkader est issu d'une grande famille dans l'ouest algérien, près de Mascara, et limitrophe avec une agglomération qu'on appelle aujourd'hui Hassine. Hassine, anciennement, c'était Dublino. Hassine, c'est une région au piémont des célèbres monts des Bni Choukran. Alors la Zaouia se trouve justement dans cette région, la Zaouia des Qadiriya. Zaouia des Qadiriya, dont l'animateur, dont le chef religieux était Cheikh Mouhidine, le père de l'émir Abdelkader. Il va naître dans cette ambiance religieuse, et érudite, mais aussi une ambiance de solidarité, de culture, d'éducation. La Zaouia fonctionnait, avait plusieurs fonctions à l'époque, et dans l'ouest algérien, l'administration turque ne portait pas en odeur de sainteté cette zaouia, comme celle de Tijaniya dans le sud, près à Ain Mahdi, près de l'Awad. Parce que la zaouia des Qadiriya commençait à prendre de l'ampleur, réputation régionale, les gens respectaient Cheikh Mouhidine. Et que va faire Cheikh Mouhidine? Il va, disons, choisir l'un de ses enfants pour le nantir et le doter d'une culture, très vaste culture. Et il va confier l'éducation de Abdelkader, tout jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il va la confier aux plus érudits de l'époque. Au thème des études, Abdelkader, qui n'est pas encore émir, il maîtrisait beaucoup de sciences. D'abord le Coran, tout à fait au départ, à l'âge de 14 ans, 15 ans, déjà, il connaît par cœur le Coran. Et plus tard, il va en être un commentateur. Les sciences médicales, les sciences astronomiques, la géographie, l'histoire, je m'arrête à l'histoire. L'histoire, Ben Khaldoun, l'œuvre de Ben Khaldoun, va être son livre de chevet. Il a été très imprégné par la philosophie et tout le contenu de ce grand philosophe de l'histoire, ce précurseur ou innovateur de la sociologie. Il est très tôt préoccupé d'ailleurs par les questions de développement, de géopolitique, absolument, notamment lorsqu'il observe les réformes égyptiennes. Absolument.
Ce qui fait très très sensible, très sensibilisé par l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Et moi j'ai dit à une occasion à Tunis, en insistant sur une chose, pour l'anecdote, hein, j'ai dit tout candidat à la magistrature suprême doit passer un examen. Et cet examen, il doit nous dire ce qu'il pense d'Ibn Khaldoun. Parce que Ibn Khaldoun, il donne des leçons dans la construction d'un État, d'une nation. Et ce Vademecum, l'émir Abdelkader le possède. Comment? Ce Vademecum, c'est-à-dire cette formation que vous requérez, l'émir Abdelkader, lui, la possède. Ah oui, oui. Le passionné aussi du cheval. Oui, comme les Numides que nous étions. Passionné du cheval, un jeune homme accompli, hein, accompli. Très studieux, d'une piété irréprochable, et les événements qui vont suivre vont le projeter dans un rôle déterminant, capital, pour contrer les envahisseurs français. L'invasion française. Oui. Et vous venez de mentionner l'immense aura dont jouissait son père, raison pour laquelle c'est d'abord vers Mouhyiddin que vont s'adresser les tribus pour prendre la tête de la résistance. Oui, et tout à fait au départ, avant la conquête coloniale. Et Mouhyiddin et Abdelkader, tout jeune qu'il était, ont eu des débats avec le bey d'Oran, hein, le bey Hassan, hein, qui les a neutralisés, parce que quand Mouhyiddin décide d'aller en pèlerinage à la Mecque, et conduit, bien sûr, il accompagne son jeune fils, mais dans le voyage, il y a des gens qui se greffaient. Et puis la caravane prend une dimension gigantesque, hein, ce qui inquiétait un peu les Turcs à l'époque. La Régence, oui. Donc, les Français arrivent, le combat va s'organiser un peu partout, hein, dans la Chérois, dans l'Oranie. Mais c'est un peu désarticulé. Il n'y a pas un chef. Il y a des locaux, des localités et les dirigeants. Dans l'Oranie, c'est Mouhyiddin qui va paraître. Parce que déjà, dans le passé, il a droit à cette grande estime des populations et des tribus. Il prend la direction de l'insurrection. Abdelkader, avant l'allégeance, il va mener le combat dans les unités, dans les combattants algériens. Et il va se distinguer dans le combat. 18 ans ou 20 ans, dans une bataille près d'Oran, près des murs d'Oran, aussi bien les Français que les Algériens, les combattants algériens, vont s'apercevoir de cet enthousiasme dans le combat. Il est parvenu, l'émir Abdelkader est parvenu, grâce à son courage, sa bravoure, et le mépris du danger, hein, il est parvenu à foncer sur les carrés des militaires français pour s'emparer, pour enlever la dépouille de son neveu qui était mort au combat et qui était âgé de 16 ans. Donc imaginez un peu l'exploit. Tout le monde était épaté. Il enlève la dépouille pour le faire. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Qui était mort au combat et qui était âgé de 16 ans. Donc imaginez un peu l'exploit. L'exploit, tout le monde était épaté. Il enlève la dépouille pour le faire enterrer son neveu selon la tradition musulmane. Et il n'a pas laissé les Français s'emparer de la dépouille et je ne sais qu'est-ce qu'ils en auraient fait. Donc la témérité de ce jeune homme, il va se prédestiner à être un grand chef. Parce qu'il a fait déjà ses armes avec son père. Donc il va être désigné à la tête de la résistance. Oui. Une résistance qui va durer 17 longues années, Oui, oui. pendant lesquelles il va infliger de très lourdes défaites à l'occupant, et pendant lesquelles aussi il va mener un ensemble de réformes qui vont faire de lui ce qu'on désigne actuellement comme le fondateur de l'État algérien moderne. Le génie de ce jeune homme, qui avait à peine 24 ans, qui va être investi d'une mission très importante. Il fallait être présent sur tous les fronts. Le premier front, c'est l'unité. C'est l'unité de ces tribus. Oui, puisqu'il comprend très tôt que... Oui, que sans unité, il ne pouvait pas même... Oui, ce qui a fait un petit peu la faiblesse de la résistance. Ce n'est pas ni le manque de courage, ni le manque de bravoure, mais le manque... Le rassemblement, ce rassemblement dont était conscient un continuateur de la même idée, Abba Ramdan. Lui aussi a été un grand rassembleur pour dire attention, il faut unir les forces pour pouvoir remporter la victoire sur le colonisateur. Alors, rallier toutes les tribus, c'est pour ça qu'il y a eu de Moubaya. De Moubaya pour dire quoi? Que je n'ai pas, Mahiddin, il leur dit, que je ne tenais pas à imposer mon fils. Il faut l'adhésion. Moi, j'appelle ça un suffrage indirect, hein, parce que chaque tribu désignait son représentant. Oui, son plénipotentiaire. Absolument, son représentant. Et il n'était pas satisfait de la première Moubaya et il était conscient qu'il fallait avoir un plébiscite.
un plébiscite. Il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà. Et ainsi, les années se succédant, il va être respecté et aimé de toutes les tribus, de son peuple, de ses khalifas. Parce que j'explique moi, hein, parce que l'histoire c'est pas uniquement des chroniques, mais une interprétation. Certes. Alors je dis, pourquoi la lutte avait duré, entre autres, hein, duré près de 17 ans? C'est parce que... Face à la première armée de l'époque. Oui. Et la deuxième économie de l'époque aussi. Oui, c'est parce que il y a une adhésion populaire. Les tribus ont su qu'à leur tête, ils ont trouvé un jeune homme qui incarnait beaucoup de qualités, aussi bien combattante, guerrière, je vais peut-être revenir un peu à la guérilla, Bien sûr. que intellectuelle. Il pouvait discuter avec vous sur n'importe quel domaine, hein, aussi bien spirituel. Donc il est devenu un peu l'exemple. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, hein, nous sommes sensibles à l'exemple. Que le responsable soit un exemple et nous le suivrons. Et l'exemple est un critère important dans la conduite des affaires d'un État, d'une nation. Donc, ça c'est l'adhésion. Hein. L'adhésion pour dire nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi. Oui, et ces tribus vont porter le poids de la résistance, du ravitaillement. Oui, il fallait bien acheter les armes, instituer des impôts, structurer. Le génie de l'émir Abdelkader, c'est pouvoir. En même temps qu'il s'opposait aux colonnes infernales. Moustapha Al-Ashraf, dans Nations et Société, désigne l'armée coloniale comme étant des colonnes infernales. Absolument. En même temps, qui s'opposait à cette pénétration étrangère. Il se souciait de mettre en place ce que vous avez dit tout à l'heure, les assises d'un État. Oui. Donc il va mener un ensemble de réformes. Qui fonctionne selon les normes modernes. Un État avec sa propre monnaie. Ah, oui, la monnaie, d'abord, la monnaie qui est un critère aussi de l'existence d'un État. Il va battre sa propre monnaie. Oui, les khalifas, ces lieutenants, il y en avait 8, hein, et le choix des khalifas. Moi, j'ai toujours dit que l'émir Abdelkader, après l'indépendance, il aurait pu être, parce que nous ratons des rendez-vous avec notre histoire, il aurait pu être une école. L'émir Abdelkader aurait pu être une école pour plusieurs domaines. Alors, les khalifas, les ministres, il avait ses ministres, oui. Du Premier ministre jusqu'au ministre des Finances, jusqu'au ministre des Hbouz. Il avait une assemblée consultative qui correspond aujourd'hui au Parlement. Quand on butait sur une question délicate, l'émir consultait les plus grands oulémas de l'époque. Hein. Alors, en réfléchissant un peu, on peut dire que il n'était pas le chef suprême, le grand combattant, et c'est moi qui décide. Il était législateur, commentateur du Coran, organisateur et constructeur de nouvelles villes. Réformateur aussi. Oui, Tegdim, Taza, Boughar, Saïda, Sebdou. Vraiment, les archives n'ont pas encore révélé tout, mais durant cette longue résistance, l'émir Abdelkader a innové la guérilla qui va servir au mouvement de libération nationale du XXe siècle. Parce qu'il a démontré, l'émir Abdelkader, il a démontré, grâce à ses méthodes de guérilla, que le plus faible pouvait remporter des victoires sur le plus fort. Certes. Sur le plus fort. En 1920, Abdelkrim Al-Khattabi reconnaît que son maître en la matière, c'était l'émir Abdelkader. Son modèle de combat. Modèle, parce que finalement, en 17 années de résistance, le harcèlement des colonnes françaises permanent. Al-Khattabi, une délégation, j'ouvre une parenthèse très importante, hein, très importante dans l'histoire des grands hommes qu'on a tendance à banaliser, à les limiter à quelques généralités. Je commence par un grand homme, Salah ad-Din al-Ayyubi, de l'émir Abdelkader
3, Khattabi. Khattabi, avec 60 000 résistants, a tenu à l'armée espagnole, à laquelle vont se rallier l'armée française. Les Allemands vont fournir des armes chimiques, bref, une coalition contre le Khattabi. Une délégation des frères palestiniens en 1970 se sont déplacés en Chine pour consulter Mao Tse-tung sur les méthodes de la guérilla. Souriant, il les a accueillis avec beaucoup de joie et d'égard, mais en leur rappelant qu'il a été à l'école de Khattabi. Lui qui lui-même. Oui, Ho Chi Minh, lui aussi dit attention, moi la guérilla, je l'ai appris chez le Khattabi. Le Khattabi l'a appris chez Abdelkader. Nous négligeons des choses qui nous appartiennent, dont nous devions être fiers, parce que l'Occident a toujours localisé les sciences, les héroïques autour de cette Europe blanche, alors que le monde musulman, le monde arabe, a lui aussi donné des leçons en matière de combat, en matière de courage, en matière de savoir, en matière de science. Et l'Afrique du Nord, cette berbérité a donné de grands noms, à l'Église catholique, à la littérature avec Apulée, entre autres. Oui. Entre autres. Et nous allons arriver justement à ce problème-là d'une lecture de l'histoire empruntée. Mais avant cela, vous avez mentionné justement cette guérilla qui a tenu la dragée haute à la première puissance armée de l'époque et qui va leur infliger des très lourdes défaites, notamment, impossible de ne pas peut-être la mentionner, la fameuse bataille de Marta. C'était juin 1835 et avant la bataille... Face au général Trezel, oui. Avant la bataille, il y a eu ce qu'on appelle à l'époque, et aujourd'hui aussi, le traité des Michel. Voilà. Le traité des Michel, 1834. On signe un traité et l'émir va obliger des Michel, chef de la province d'Oran, à signer selon les conditions dictées par l'émir Abdelkader. Et il va s'imposer comme le représentant d'une nation algérienne. Absolument, absolument. Dès lors qu'on négocie, donc, on le reconnaît en tant que souverain. Mais ce qui est très important de le dire aujourd'hui, l'histoire peut servir au présent. L'histoire peut servir au présent. Il leur a imposé un blocus économique. Le blocus économique va les priver de ravitaillement. Parce que l'émir, grâce aussi à son autorité, a donné des instructions fermes aux tribus environnantes d'Oran de ne pas commercer avec les Français, avec l'armée française. Allez, plus de vente de bovins, d'ovins et surtout de céréales. Matière économique stratégique. Je le dis, l'émir en 1834 déjà réfléchissait que les céréales c'est aussi important qu'une autre richesse. Et avec une brèche Arzeux, parce qu'ils ont voulu aussi le bloquer, le confiner vers l'intérieur du pays. Le ravitaillement arrivait difficilement et lentement de Marseille. Ce qui fait, il a dicté ces conditions. Mécontents, les Parisiens, le régime, les hommes politiques de Paris, mécontents, ils vont désavouer des Michel. Ils vont le rappeler et le faire remplacer par Trezel. Trezel arrogant, un officier super arrogant qui a dit, moi je vais liquider l'émir Abdelkader en 24 heures. Ça rappelle un peu le délire de l'OTAN en ce moment, mais bon. Oui. Oui. Ces guerres éclair qu'ils font dans leur tête et qui ne... Voilà, oui. Et la Macta est le désastre. C'est ainsi que l'évoquent les Français et les généraux de l'époque, les hommes politiques. C'était un véritable désastre. Un axe, une vertu humanitaire. Déjà à l'époque, 1835, il anéantit les colonnes françaises, mais il refuse de faire poursuivre les soldats qui s'étaient embourbés dans les marécages de Mohammedia, de Perego. Il aurait pu lancer ses troupes
pour les achever. Non, acte humanitaire, les prisonniers, on ne les achète pas. Et ils ont rejoint péniblement Arzeux pour être conduits en Oran par voie maritime. Hein. Donc déjà, ils réfléchissaient que les guerres ne sont pas faites pour être assaisonnées de massacres, de cruauté, même pour ces troupes, ils savaient que la vie humaine est précieuse. Ce que le camp d'en face Oui, évidemment. Hein. ne pratiquait pas il lui était interdit, l'émir, de lancer ses troupes ou ses unités dans des opérations suicides. S'il n'était pas convaincu qu'il allait remporter une victoire, il ne pouvait pas s'aventurer à sacrifier ses soldats. C'est pour ça que tout le monde l'observait, comment il vivait, comment il discutait. À propos de discussion, hein, l'émir, tous les témoignages, j'ai un ouvrage qui est chez l'ANEP, il va apparaître incessamment, l'émir vu par ses adversaires. Tous ses adversaires ont reconnu chez ce grand homme beaucoup de qualités. Et dès lors qu'il apparaît, hein, imaginez, dès lors qu'il apparaît, il vous impressionne. Dès lors qu'il commence à discuter avec vous, il vous subjugue. Et il était connu comme un orateur de qualité, de par son éloquence, de par son savoir, de par son esprit de rassemblement, de par le respect des autres, le respect des religions monothéistes, hein, aussi bien le judaïsme que le christianisme. Oui, on va arriver à ce fameux épisode à Damas, mais avant cela, donc là, le général Trezel va se casser les dents. Et il va désavouer, ils vont la rappeler. Voilà. Tu tenté de te mesurer à un jeune homme, tu as été défait. Hein, défait. Et arrive le fameux traité de la Tefna, qu'on a bizarrement inversé comme une sorte de... C'est-à-dire, là où la première puissance de l'époque est obligée de signer un traité avec un chef d'État, État né de la vacance de la régence, Voilà. on est en train... Parfois, il y a voilà, certaines lectures bizarroïdes qui reprocheraient à l'émir d'avoir cédé, entre guillemets, des parties du pays à l'autorité française. L'émir, je crois que les chercheurs aujourd'hui doivent encore C'est-à-dire se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, donc c'est de l'époque. D'abord, le premier traité des Michel, il est dénoncé par les autorités françaises, qui avaient refusé que des Michel ait accepté les conditions de l'émir. Le traité de la Tafna, mois de mai 1837, va lui aussi, au bout de 2 années de trêve, hein, va lui aussi être dénoncé par Bugeaud. Cela veut dire quoi? Que tout ce qui a été consigné dans le traité de la Tafna était à l'avantage de l'émir Abdelkader. Là, il faut le dire. Tous les historiens sont d'accord sur ce point, parce qu'il a gagné de l'espace aussi géographique. Hein. Il n'était pas resté justement cantonné à certaines. Et puis son état fonctionnait de Tlemcen jusqu'à Biskra. Hein, jusqu'à Biskra. Il avait 8 khalifas, des plus prestigieux dans le choix des hommes. Quand j'ai dit il aurait pu constituer une école pour nous, c'est dans le choix des hommes. Tous les khalifas. L'exemplarité, oui. Oui, tous les khalifas de l'émir, sans exception, ont été de braves hommes, nantis de culture, très pieux. Je citerai Berkani, je citerai Ben Allah, je citerai Ben Salim, je citerai. Et la lutte, la guerre va être poursuivie parce que les Français vont dénoncer le traité de la Tafna. Et jusqu'en 1843, Bugeaud devait opter pour la politique de la terre brûlée, Oui, parce voilà. que l'émir était insaisissable. Mais entre autres... Et donc il comprend en fait qu'il faut saccager un petit peu ses relais. Oui, entre autres, quand je dis on puise dans le passé pour mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. Certes. Bugeaud va demander au gouvernement, à son gouvernement, à l'Assemblée, de lui concéder 1 500 000 francs. 1 500 000 francs à l'époque, une grosse fortune. Il leur a dit, donnez-moi ces crédits et je vais faire stopper la guerre. Comment?
par la corruption de 3 khalifats de l'émir. Par la corruption de 3 khalifats de l'émir. Ce qui nous rappelle aujourd'hui que le général de Gaulle a voulu agir de la même manière en voulant nous imposer la paix des braves. En corrompant certains, ça n'a pas fonctionné. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Certes. Ben Allah a répondu à Bugeaud pour lui dire comment vous me demandez de trahir mon chef, de trahir l'émir Abdelkader. Et le mort au combat à l'âge de 29 ans, les armes à la main, et Bugeaud, les soldats de Bugeaud devaient le décapiter et ramener sa tête à Alger. Bugeaud, pour terroriser les tribus, va exposer la tête de Ben Allah pendant 3 jours dans les rues de Miliane. Oui. Donc les D'où méthodes le titre du livre, Ouais. La tête dans un sac de cuir, Oui. qui retrace entre autres ce sinistre épisode. Et ce qui me permet de faire le contraste, carrément l'opposition irréconciliable entre cette sauvagerie de la dite mission civilisatrice et les qualités que vous avez mentionnées tout à l'heure de l'émir Abdelkader, et notamment lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de fournir nourriture à ses prisonniers, ben, il va tout simplement les libérer. Ça c'est, oui, évidemment. Hein. Je reviens peut-être aussi au traité Oui. de la Tafna. Oui. C'est que cet homme-là réfléchissait pour pouvoir continuer la guerre. Il savait que les Français, avec le matériel de guerre gigantesque, avec les effectifs qui cessaient de gonfler de jour en jour. Avec leur supériorité économique. Oui, tout il simplement. a réfléchi, il dit, Et technique. le meilleur moyen c'est de signer un traité pour gagner du temps. Pour bâtir. Acheter la poudre, structurer l'armée, ramener des ingénieurs. Il y avait des ingénieurs français à Tagdent pour la fabrication des fusils. Ce qui va mettre en place une industrie. Oui, une industrie de guerre. Des réformes agraires, mais- une industrie, une monnaie. Oui, Miliana pour la fabrication aussi des canons, en utilisant les gisements de fer des Akars. Il était partout. Il réfléchissait à tout. Quand je dis réfléchir à tout, dans les campements, c'était le dernier à aller dormir. Il supervisait tout. Si tout le monde a bien mangé, il supervisait les sentinelles, si chaque sentinelle est à sa place. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va profiter d'un sommeil. Mais le sommeil est toujours précédé de la lecture. L'émir Abdelkader restera toute sa vie un amoureux passionné du livre et de la connaissance. Un érudit, oui. Et la lutte va durer 17 longues années. La politique de la terre brûlée, la supériorité technique, le manque d'unité malgré l'immense travail accompli par Abdelkader, Oui. les multiples trahisons aussi, notamment celle du voisinage, sans trop s'étaler là-dessus, font qu'on en arrive à l'armistice et qu'aujourd'hui on appelle bizarrement, enfin certains appellent bizarrement reddition. Est-ce que c'est une pauvreté de vocabulaire? Est-ce que c'est un problème? Se rendre, c'est se rendre sans condition. Or, l'émir Abdelkader signe un armistice et notamment, vous le mentionnez d'ailleurs, pour protéger, parce qu'il a le choix en fait entre le jusqu'au boutisme où il finit en martyr et c'est pas ça qui va le déranger, bien au contraire. Mais sachant ce qui attend Sasmala, hein, c'est-à-dire les femmes et les enfants derrière son martyr et celui de ses hommes, il préfère. Un choix inévitable. Voilà. Un choix de sagesse. Voilà. Parce que C'était parce que- l'asservissement le plus abject, Ouais. le viol, etc. Parce que impuissant de gagner les batailles contre l'émir Abdelkader, contre ces valeureux soldats, l'armée de Bugeaud va se distinguer tristement par les razzias impitoyables. Et quand Bugeaud réfléchit à cela, il va dire: je vais affaiblir la résistance de l'émir Abdelkader en affaiblissant Sa base sa base économique. et sociale. Et qu'est-ce que c'est sa base économique? C'est toutes ces richesses qui vont contribuer à lever l'impôt, à acheter les armes
Et quand un pays est ruiné, parce que les tribus ont été ruinées, et combien il était malheureux, l'émir Abdelkader, quand il visitait ses compatriotes, ses tribus, et il trouve le pays en ruine, dévasté, brûlé, pillé. Ils ont porté tout avec eux. Résultat, c'est qu'il était gêné, cet émir, ce grand résistant, il était gêné que les tribus étaient dépossédées et brûlées, leurs biens brûlés, pillés. Il était gêné de leur demander de soutenir la guerre par l'impôt. Parce qu'il avait deux impôts, deux impôts plus un troisième, qu'un lachor, ou les deux impôts religieux, plus un impôt d'aide à l'effort de guerre. À l'effort de guerre. C'est parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est avoir l'honnêteté d'interpréter l'histoire selon des bases saines et non chercher des poux dans la tête de l'émir Abdelkader. Avec la loupe du colonisateur. Oui, avec la loupe. C'est ça le problème. Si au moins c'était avec la nôtre. Peut-être qu'il n'y en aurait pas, tout simplement. Mais jusqu'au dernier moment, les Katib Yassine, dans l'un de ses livres, il vous dit l'émir Abdelkader, le pistolet fumant, le sabre au clair, et il se battait à la folie. Il vous dit aussi ceci, que si on ose, si on se permet de dire, d'évoquer la défaite chez l'émir, c'est une défaite dans l'honneur. Et si on doit évoquer la victoire des colonnes infernales de l'armée coloniale, c'est des victoires dans le déshonneur. Et la barbarie. Oui, et je vais peut-être illustrer ceci par une image très concrète. Il y a une trentaine d'années, nous avons reçu le professeur Jacques Perk, qui est un admirateur de la personnalité de l'émir Abdelkader. Entre autres, nombreux admirateurs, oui. Entre autres, oui. Mais dans le langage courant, il a dit oui, et il est arrivé le moment où l'émir devait se rendre. Certains des invités de mes concitoyens de la ville de Tiaret ont un peu réagi et n'ont pas accepté le mot « s'est rendu ». Bon. Pour mettre fin à un débat sur la terminologie, sur le vocabulaire. C'est rendu, la reddition, je vais arriver à ce que je pense moi, en interprétant les événements, en cernant les conditions dans lesquelles l'émir devait justement abandonner le combat. J'ai dit, laissez-moi parler, et ne mettez pas en gêne le professeur Perk. Je vais faire une comparaison très imagée. Dans le domaine pugilistique, dans le domaine de la boxe, il y a des catégories. Certes. Du poids lourd au poids plume. Certes. Le poids plume mène une rencontre avec un poids plume. Poids moyen avec un poids moyen. Or, ce qui s'était passé dans notre pays, malheureusement, c'est que nous avions en face de nous un poids lourd. Économiquement, militairement. Oui, Bijou avait augmenté l'armée d'invasion à 100 000 hommes. Et surtout avec des méthodes, cette barbarie à laquelle nous n'étions pas du tout préparés. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Oui, qu'est-ce que c'est cette guerre? Je vais revenir à la barbarie. Je vais revenir à la barbarie. Alors, poids lourd, effectif militaire effarant, supériorité technique, oui. Matériel de guerre, et l'arme la plus redoutable à cette époque, c'était le canon. Le canon démolisait tout finalement. Comme pendant la guerre d'Algérie, l'arme la plus redoutable, c'était l'aviation. Alors. Avec la guerre de l'opium, les Chinois en savent quelque chose, oui. Le poids moyen, pouvait-il continuer à se battre contre un poids lourd décidé à exterminer par l'emploi des méthodes les plus barbares, à savoir notamment frapper le public. Enfumades. Entre guillemets, oui. Notamment frapper le public, entre guillemets. Oui. Les enfumades, selon Charles-André Julien, c'était une méthode d'extermination. Enfumer comme des renards, oui. Tuer le plus grand nombre en peu de temps. Jusqu'en 1847, toujours insaisissable. Avec le peu de cavaliers qui lui restait. 600, oui. Ils sillonnaient tout. Il restait un bataillon, en fait. Oui. Alors, ils étaient irrités, ils ne pouvaient pas accepter que, malgré la destruction systématique des biens, malgré la ruine où se trouvait le pays, un homme continuait à se battre. Finalement, réunissant ce qui lui restait comme compagnons,
comme compagnon fidèle. Consultation, il a dit, est-il possible de continuer la lutte? Tout le monde a répondu non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, moi je dis que l'émir, pour empêcher son peuple d'être exterminé, sur le plan économique, il est déjà réduit à la misère. Hein. Il a décidé, je dis bien, il a décidé de mettre fin aux hostilités. Je n'emploie ni reddition, ni se rendre, ni mettre fin aux hostilités. Mais Bugeaud rêvait, les officiers français professionnels dans les guerres rêvaient de capturer l'émir Abdelkader ou de le tuer lors d'une bataille. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu. Et la fin de la guerre n'était pas venue d'eux, mais de l'émir Abdelkader. Il va leur épargner beaucoup de pertes, parce qu'on n'a pas encore exploité un peu les archives pour dire qu'eux aussi se trouvaient mal à l'aise de continuer cette guerre, hein, comme la guerre d'Algérie. Hein. De Gaulle était soumis à discuter avec le GPRA, à négocier, et ne pouvait plus continuer à nous faire la guerre. L'émir a pris cette décision. Aujourd'hui, on va pas. Qu'il va négocier d'ailleurs, puisqu'il oui, va, qu'il va imposer des termes. J'en viens. Aujourd'hui, on va pas dire, mais pourquoi il a arrêté les combats? Il aurait pu continuer et mourir. Nous sommes toujours partisans de cette opération suicide. Mais pourquoi voulez-vous? Dans toutes les guerres, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Keteb Yassine a dit que l'émir n'a pas été vaincu s'il a été vaincu, c'est dans la gloire et l'honneur. Parce que tout à l'heure, j'ai donné l'image du poids moyen ou du poids plume qui a pu tenir, malgré sa faiblesse, a pu tenir 17 ans. Mais ça, c'est éblouissant, c'est épatant. Surtout lorsque l'émir ne s'en prend qu'à la soldatesque, tandis qu'en face, oui. Les razzias, les viols, les massacres. Oui. C'est cela aussi qu'il tente d'empêcher. Absolument. Et donc il va négocier une armistice avec notamment des clauses parmi lesquelles son départ en Palestine, parce qu'au départ c'est là où il... Oui, il va négocier avec le duc d'Aumale et la Mauricière. Qui vont trahir leur parole. Ghazouet. Il va leur dire, bon, j'arrête les combats, vous êtes plus puissant que moi, c'est aller au suicide collectif. Et il négocie son départ pour soit à Alexandrie, en Égypte, soit à Aqqa. Aqqa, Jéricho, je crois, aujourd'hui, l'appelait Jéricho. Aqqa en Palestine. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la Palestine? Eh bien, parce que du temps de Salah ad-Din al-Ayyoubi, il y avait des Algériens, des Maghrébins qui sont allés se battre aux côtés de Salah ad-Din al-Ayyoubi et ils sont restés là-bas. Ouais. Beaucoup de nos compatriotes ils sont devenus palestiniens par la force des choses. Hein. Palestiniens. Ils devaient choisir Aqqa pour retrouver un peu ses compatriotes d'autres foi. On a signé, on a accepté. On a signé, on a accepté. Avec une copie du traité, c'était la négociation d'arrêt des combats, d'hostilité. Pourquoi désigner l'émir comme étant quelqu'un qui dit ça y est, ma doctrine. Ils ont signé, le duc d'Aumale et la Mauricière, pour ces conditions. Qu'ils vont trahir. Alors les parjures. Face à un homme qui révère la parole donnée. Ouais, et voilà les parjures. Il embarque avec sa famille, ses compagnons, ce qui lui restait comme compagnons, une centaine d'hommes et de femmes et d'enfants aussi. Oui. Il embarque. Et il est pris en navire. Et le navire le conduit à Toulon. Surpris, scandalisé. Il ne cessera de dénoncer le non-respect de la parole donnée. Non-respect de la parole donnée, parce que ce qui vont venir après le duc d'Aumale et après la Mauricienne vont eux aussi désavouer ceux qui ont signé. Hein. Pour des calculs politiques. Oui. Et il va rester captif pendant 5 années. Dans des conditions abominables. Quand les gens entendent château d'Amboise, le mot château, ils croient que... Voilà. Oui, quand on était jeune, oui, c'est vrai, hein, château d'Amboise, château de Pau, château, il menait une vie de château, qu'il vivait dans les annexes de ces châteaux. Voilà. Surveillé. C'est des geôles. Hein. Surveillé par des geôliers. Dans des conditions... Mal nourris. Malnutrition, le froid. Oui, à Toulon, il a passé de très mauvais moments. Il va perdre d'ailleurs... Oui.
Oui. Deux de ses enfants. On ne connaît pas cette partie de l'histoire. Hein. Toulon, Pau et Amboise. Et puis, emprisonné, Bijou continue à négocier sa libération contre son installation en France avec un domaine agricole, tous les égards, l'argent. Et il répondit non. Vous m'avez donné une parole. Je porterai avec moi pour votre déshonneur. Hein. Parce ils étaient épris un peu de remords. Hein, à cause de ce traité. Hein. Et puis surtout, à partir de Napoléon III, il y a des calculs politiques qui vont se faire, notamment sur la question du royaume arabe pour concurrencer l'Angleterre. Avant d'arriver à ce chapitre et le séjour d'Amasen, c'est le moment d'une petite pause dibienne, puisque c'est l'heure de notre rubrique Mohamed Dib, notre rubrique Ombre gardienne. Comme d'habitude, à tout de suite après le jingle. Nous avons mentionné avec notre invité, M. Ammar Belkhodja, ces populations sur lesquelles s'est appuyé l'émir, et ces populations d'autant plus héroïques que leurs conditions d'existence étaient extrêmement rudimentaires. Un petit texte ici de Mohamed Dib dans Simorgue nous permet un petit peu de nous replonger dans le bain de l'époque. Je vous laisse découvrir. Frina, le four où les paysans algériens, vivant encore sous la tente, font cuire leur pain. Pétri dans de la glaise, ça a l'allure d'une coupole de marabout haute d'un mètre environ. Ça repose à même le sol, en plein air. Des branchages de lentisques odorants et du bois, plus rare, y sont brûlés. On en retire les cendres et on enfourne ces galettes d'orge toujours. L'ouverture en chatière est alors obturée avec la même argile et le pain, sous cette coupole, est entre les mains de Dieu. Lors d'un retour au pays, nous parcourions, mon épouse, un de nos enfants et moi, la piste d'une campagne roussie, tannée par le soleil d'août. À notre approche, une paysanne, accroupie à défourner son pain, se lève, vient et, sans un mot, met deux de ces galettes dans nos mains de citadins aussitôt échaudées. Et moi, comme un imbécile, je vais pour la payer. Grande, solide femme entre deux âges, elle fait non de la tête. Elle me considère sans ouvrir la bouche, sourit des 1000 éclats de quartz gris de ses yeux rehaussés de khol. Payer du pain. J'étais devenu un Algérien dénaturé. Brûlante tel ce pain, une honte que je n'oublierai jamais. Ce qui ne m'a pas empêché d'en manger, toute honte bue. Si bon il était. Très bel épisode qui montre cet esprit de solidarité avec lequel nous avions ouvert l'émission. Et ces valeurs-là, ces vertus auxquelles est habitué l'émir, auxquelles sont habitués les Algériens, qui se trouvent face à un adversaire qui les foule aux pieds systématiquement. Et lorsqu'il y a parfois des gestes qui semblent d'honneur ou de retour vers la parole donnée, il y a toujours ce calcul politicien, notamment en courtisant l'émir pour le mettre à la tête d'un royaume arabe qui concurrencerait la pénétration anglaise au Moyen-Orient. Toutes ces tentatives ont échoué. Hein. Toutes ces tentatives ont échoué parce qu'il n'était pas l'homme à s'acoquiner avec un pays qu'il a combattu pendant 17 années pour régler des comptes avec les autres concurrents en place. D'ailleurs, il a compris une chose, que ces divergences entre ces puissances européennes, il les a constatées de visu lors des affrontements de Damas. Parce que les Français manipulaient les uns, les Anglais manipulaient les autres. Voilà, on joue avec les ethnies ou les confessions pour se faire une guerre par... par personne interposée. Voilà, par proxy, on dirait aujourd'hui. Mais avant d'arriver au sauvetage des 12 000 chrétiens, revenons un peu en arrière pour évoquer ce personnage vis-à-vis des droits humanitaires, par le respect des prisonniers de guerre. Certes. Et les prisonniers de guerre, s'ils ne faisaient pas échange avec l'adversaire, avec l'ennemi,
et pouvaient peut-être séjourner assez longtemps. Ils étaient bien traités, bien nourris, bien traités, bien soignés. Et l'émir, avec des notes précises, gare à celui qui maltraite un prisonnier. Il était puni, il était sanctionné. Les droits politiques, eh ben oui, il a été aussi le précurseur. Il recevait leurs journaux de France pour savoir ce qui se passait chez eux. Quand ils étaient malades, il pouvait les envoyer dans les sources thermales pour se soigner. Mais quel égard pour l'adversaire d'hier qui portait les armes contre moi. Mais qu'il ne dénude pas de sa qualité d'homme, contrairement à cette déshominisation systématique de la mission civilisatrice. Absolument. Et je dis toujours qu'il faut comparer les événements du passé avec le présent. Notre présent, c'était 1954-1962. De 1954 à 1962, les autorités françaises, militaires et civiles et politiques, ne nous ont jamais reconnu le statut de prisonnier. Le prisonnier, c'était un combattant de la LN, une armée de libération nationale, structurée avec ses officiers, avec ses troupes, ses sections. Eh ben, le Djundi de la LN, quand il est fait prisonnier, il subit toutes les maltraitances du monde. Certes. Je me dis... De la torture à la décapitation. Oui, de la torture à l'extermination, à l'humiliation. Jusqu'à la guillotine. Oui, jusqu'à la guillotine. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce comportement-là? Il devait nous renvoyer l'ascenseur, entre les guillemets, hein? Parce que notre chef de guerre de 1830 à 1847 se comportait en être humain vis-à-vis des prisonniers. Pourquoi aujourd'hui, pendant notre guerre, vous ne payez pas votre dette? Pourquoi vous ne payez pas votre dette en maltraitant nos prisonniers de la LN, nos fidèles, nos femmes, nos enfants? C'est pas honorable. Ce n'est pas la seule dette qu'ils ont oblitérée. Et, on parlait de l'immense aura de l'émir Abdelkader, et cette aura va devenir, si elle ne l'était pas déjà, interne. Elle l'était déjà, mais elle va atteindre une proportion inégalée lors du fameux épisode justement de Damas, où il va s'interposer pour le sauvetage de 12 000 chrétiens maronites dans une sorte une guerre civile fomentée par les puissances. La réputation de l'émir Abdelkader, sa célébrité aussi, précède cet acte humanitaire dont il est l'auteur. Déjà pendant la guerre, on désignait les mêmes chemils du Caucase qui se battaient contre les tsars pendant une vingtaine d'années. Et les observateurs le surnommaient l'émir Abdelkader de l'Europe. Déjà pendant la guerre, ce jeune homme-là était connu en dehors de nos frontières et les gens l'évoquaient comme étant un homme invincible qui n'a pas pendant 17 années de résistance, s'est comporté avec héroïsme, bravoure. Vient l'événement de Damas, ils vont encore à nouveau découvrir un autre aspect chez cet homme-là, qui existait du temps d'abord du comportement avec les prisonniers. Hein? Et c'est là où les hommages vont pleuvoir. Oui, de la Grèce, de la Russie, de l'Angleterre, des USA, de la Turquie, d'Abraham Lincoln, de la France avec la Légion d'honneur, et puis il y a eu les autres distinctions. Et avec le portrait, on voit un peu ces distinctions, baron la poitrine de l'émir Abdelkader. Et le profane, entre les guillemets, en cherchant toujours l'époux dans la tête de l'émir, regardez les médailles que la France lui a décernées. Ce ne sont pas des médailles françaises. La France n'avait qu'un. Et les autres, et la Russie, et l'Angleterre, tout ce monde-là, reconnaissait en cet homme un donneur de leçons en matière
humanisme. Et quand on leur pose la question, on lui pose la question, parce que l'humanité a deux étages, hein, que chez nous, les musulmans, il n'y a pas, on ne trouve pas ces qualités. Et quand un homme surgit, et on lui pose la question, parce qu'il est musulman, et comment un musulman défend un chrétien? Mais il dit, ce sont des valeurs que j'ai puisées dans le message coranique. Certes, et donc cette aura va être l'objet de tentatives de récupération. Le temps ne se prête plus à les développer, notamment, puisqu'on a dit qu'il a été courtisé par plusieurs milieux, notamment celui de la franc-maçonnerie, auquel il n'adhérera jamais. Jamais. Mais ça, Jamais. voilà, mais ça c'est encore mieux développé par Dalila Hussein Jouadi dans son ouvrage Voilà, oui. L'émir au-delà du temps. En guise de conclusion, puisque le temps ne permet plus de s'étaler sur cette personnalité absolument fantastique, on l'a mentionné en début d'émission, ce problème de, que vous disiez, chercher des poux dans la tête, mais surtout avec les loupes de l'étranger. Les loupes de l'étranger. C'est-à-dire que nous en sommes encore à ce que Mohamed Cherif Sahli, qui a lui aussi écrit un ouvrage sur l'émir Abdelkader, appelé... L'émir Abdelkader, le chevalier de la foi. Voilà. Et nous en sommes encore à ce problème-là de décoloniser l'histoire. Décoloniser, nous sommes encore ça. Il était conscient, Mohamed Cherif Sahli, qu'il ne suffit pas de libérer un territoire et de lui donner un drapeau, mais d'épurer sa mémoire et sa conscience par la fascination du regard de l'autre. Ces ruses machiavéliques, ces écrits trompeurs et mensongers, il faut épurer un peu cela. Mais on ne peut le faire que lorsqu'on soit honnête avec nous-mêmes et ne pas chercher coûte que coûte la faille d'un homme la faille d'un homme, ou en allant... l'émir Abdelkader n'a jamais dit que je suis infaillible. Oui, surtout, non, mais surtout en allant les... chercher ces failles, oui, chez ceux-là même qui se sont distingués par le mensonge, le parjure et d'autres qualités. بالعربية احنا نقولوا يقزموا l'Occident. يقزم. Ils rapetissent, oui. يقزم ما يلزمش عند العرب المسلمين يكونوا شخصيات يبرزوا كيما هكا. صلاح الدين الايوبي évoquait timidement, alors qu'il a sauvé les Juifs de Palestine qui ont été chassés et massacrés, malmenés par les croisés, par les croisés. On ne le dit pas, le cache. L'émir Abdelkader, on ne dit pas encore que le médiateur entre lui et Bugeaud c'était un juif. Que l'émir Abdelkader n'est pas, parce qu'il est musulman, il va rejeter un peu. Que l'émir Abdelkader avait son consul à Alger, qui n'était pas musulman, qui n'était pas arabe. Oui, c'était Garavini. C'était Garavini. Léon Roche encore, c'est les premières trahisons. Hein, les premières trahisons de Mais il y avait Garavini, lesquels Français ne l'ont pas accrédité à l'époque. Ce n'étaient pas des ambassadeurs, c'était des consuls. Voilà. Et le consul il leur a dit, oui, je me fais représenter par qui je veux, même si c'est un étranger. Donc, remarquez un peu cet esprit, cette ouverture d'esprit. Donc, il y a tout un travail de... Tout un travail d'investigation. Voilà, et de redécouverte de la personnalité de l'émir Abdelkader. Et de nos symboles en général, à partir de nos propres travaux, de notre propre vision, chose à laquelle vous contribuez. D'abord avec votre ouvrage paru aux éditions Alpha, l'émir Abdelkader, ni imam ni sultan, mais aussi, vous l'avez annoncé, avec un ouvrage à paraître bientôt. L'émir Abdelkader vu par ses adversaires. À ce moment-là, lorsqu'il sera paru, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de développer encore plus sur cette personnalité fascinante. Fascinant, oui, fascinant. Avec l'aimable personnage et l'aimable personnalité que vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ammar Belkhouja, d'avoir été parmi nous. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Mes chers compatriotes, merci d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et que j'aurai ainsi le plaisir et le privilège de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente fin de soirée.